Alors, il y a certains accidents qui font froid dans le dos. Et là, il s'agit d'un DR400 qui va se battre en courte finale contre un ULM. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette vidéo, où il n'y a pas eu mort d'homme, mais il y a eu des blessés, dont un blessé grave, c'est de voir à quel point on peut se construire une conscience de la situation qui est fausse. Et un de nos deux protagonistes aux commandes va se retrouver à tracter son ULM vers son hangar sans même avoir conscience qu'il s'est fait percuter par un DR400 qui s'est écrasé quelques secondes après. C'est quand il va croiser les secours qui vont lui demander où se situe l'autre avion qu'il va comprendre qu'en fait son moteur n'a pas explosé, mais qu'il a été percuté en vol sans jamais avoir la conscience de la situation, de la présence de cet autre aéronef. Et accrochez-vous bien, pourtant notre pilote du LM du jour est contrôleur aérien militaire de métier et a plus de 1000 heures de vol. Alors ce que je vous propose dans cette petite vidéo, c'est de comprendre comment Fox Delta Novembre et 44 Alpha Papa Tango sont arrivés à se percuter dans l'est de la France et comment leur accident peut nous permettre de progresser dans la connaissance du facteur humain, la culture de la sécurité, mais peut-être également vous amener à utiliser légèrement différemment vos postes radio. On se demande souvent à quoi sert le rétex. Et ben là, je vous le dis clairement, j'en ai discuté avec le président du LM Sud-Bassin il y a 3 minutes. Nous allons changer des choses sur notre manière de préparer nos radios, nos postes radio dans nos ULM ici, suite à ce compte-rendu du bureau enquête analyse. Merci à eux. Jingle. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de notre prochaine expérience, le stage à Fuerteventura qui aura lieu fin janvier de l'année prochaine. Étape finale recherchée, dépassement de soi, leadership, followership. Avec une multitude de mises en situation, nous allons mixer challenge physique, challenge théorique, challenge pratique, avec la participation de toute l'équipe débrief et bien sûr de Pat que vous allez apprendre à aimer. Rendez-vous sur le site web pour en savoir plus. Il y a très peu de classes disponibles. Roger ball. Deux aéronefs aujourd'hui. Un DR400, 140 chevaux, le 140B, Fox Golf Lima Delta Novembre. Alors, vous avez peut-être déjà fait du DR400, c'est le best-seller d'une époque en fait pour la France. Il y en a quand même 2700 qui ont été construits. Robin Aircraft, DR c'est pour R pour Robin et D c'est pour Jean Desmontais, qui a également été avec les Jodel. C'est un avion que tout le monde connaît en France, qui fait dans les 600 kg à vide, qui fait 1 tonne 100 aux alentours au décollage. Et le premier DR400, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'était de base la version 180 chevaux, le Régent. Après, on a eu le DR400, le 140, le Major, lui, il a volé en 72, le 16 novembre pour être précis. Et le Dauphin 4, le 140B, dont il est question aujourd'hui, lui, eh bien, c'est 1990. Il faut savoir que Robin Aircraft ont malheureusement été liquidés le 16 novembre 2023 et que c'est maintenant le CAEPR, le Centre Est Aéronautique Pierre Robin, qui vous vend des pièces et qui peut vous vendre du DR400. À côté de ça, on a un ULM. Un ATEC 122 Zephyr. Comme la plupart des ULM, c'est les pays de l'Est, c'est tchèque. Premier vol en 1996 et vous avez 200 exemplaires fabriqués. Spécificité, regardez cet empennage en T. Notre pilote a environ 500 heures dessus, c'est le sien. Il va faire un vol local avec un passager qui n'a pas une très bonne audition et qui n'a pas de licence de pilote. L'ULM décolle à 14h50. Il va faire un vol où durant son vol, il va passer sur différentes fréquences et notamment essayer de se mettre en écouté sur la fréquence du SIV de Strasbourg. On va revenir dessus, c'était pas la bonne, il y avait un OTAM. Toujours est-il, à son retour, il vient, d'après le rapport, vertical 1300 pieds d'altitude. Ce que je ne comprends pas tout à fait, dans la mesure où normalement le circuit est à 1800 pieds ou 1000 pieds au-dessus du terrain. Donc soit il y a une petite erreur au niveau du rapport et qu'en fait il a 1300 pieds de hauteur, soit il est plus bas que la hauteur du circuit, mais ce n'a pas été développé dans le rapport, je ne sais pas. Il va glisser en vente arrière 0,9, il pense être seul après sa verticale à 15h32 et 29 secondes et il va se retrouver à être percuté par le DR400 qui lui fait un vol de prorogation. Alors la prorogation, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre licence. Notre pilote du jour, il a
PPL, il a 56 ans. PPL depuis 1990, il a 800 heures de vol. Et il est accompagné par un instructeur, 71 ans, qui a 3500 heures, la majorité sur DR400, mais qui fait également du planeur, qui fait également de l'ULM. Et à l'arrière, ils ont un passager qui n'est autre que le fils du pilote. Ils ont décollé à 14h40 de Lunéville. Et ils sont allés faire un touch and go à Nancy. Une fois qu'ils ont fait ce touch and go, ils sont allés dans le secteur un petit peu et ils ont fait de la maniabilité. Ils arrivent en vente arrière 09. Ils sont obligés de faire une remise des gaz car la piste est occupée. Ils en profitent pour monter vertical à 3000 pieds pour faire une prise de terrain en E. Alors, ils pensent être seuls, même s'ils savent qu'il y a d'autres aéronefs dans la zone parce qu'ils les entendent à la radio. Tout le monde est sur 123.5. 123.5, à ce moment-là, c'était la fréquence d'auto-information s'il n'y a pas de fréquence spécifique allouée à votre terrain, ce qui va être le cas sur des petits terrain isolé. Alors, Lunéville, c'est pas non plus un petit terrain. Vous avez 2 pistes, vous avez 0927 en dur de 1040 mètres sur 20. Faut faire attention, c'est une piste étroite. Et vous avez une piste en herbe de 750 sur 75. Attention, c'est large, donc vous pouvez avoir des phénomènes d'illusion d'optique. Le vent est beau, CAVOC, Sailing and Visibility OK, ça veut dire qu'il n'y a pas de météo dangereuse et pas vraiment de nuages en dessous des 5000 pieds, une bonne visibilité. Il fait 7 degrés et on est en anticyclone, on a 1029 hectopascales. Le DR400, lui, va être vertical, commencer sa prise de terrain en E, donc en fait un exercice de poser moteur coupé qui vous amène à avoir une pente plus forte puisque vous êtes à la finesse max à 15h31 et 41 secondes. Donc il va y être environ 45 secondes avant l'ULM et il va être beaucoup plus haut. Les deux avions ont des ailes basses et ne vont pas se voir. Or, comme on le disait tout à l'heure, dans l'aviation, on voit avec ses oreilles. Vous créez votre conscience de la situation grâce aux oreilles. Sur un terrain non contrôlé, vous arrivez par la verticale, vous vous annoncez avant la verticale, vous vous annoncez verticale, vous vous annoncez vent arrière. Éventuellement, vous pouvez vous annoncer en étape de base et après en finale. Et comme ça, à chaque fois, vous annoncez votre position, votre étape d'après. Tout le monde sait où vous êtes, où vous allez et chacun se construit sa conscience de la situation avec des mobiles qui bougent à plusieurs centaines de km/h. Le problème, c'est si vous n'avez pas de radio ou si vous n'êtes pas sur la bonne radio. Et notre pilote d'ULM, aujourd'hui, c'est pas son jour. Il s'est mis en écouter sur le SIV Strasbourg où il n'a entendu personne avec 120.7. Or, le jour de l'accident, il y a un OTAM avec un changement de fréquence. Le SIV n'est plus 120.7 mais 136, 135. Et derrière, en revenant sur le terrain, au lieu de passer 123.5, il va afficher 125.5 et faire tous ses messages d'auto-information sur 125.5, qui n'est pas une fréquence utilisée autour, et donc il n'entend personne, se crée une représentation mentale de la situation qui est faussée, il pense être seul dans le circuit. Il n'entend pas le DR400, qui s'annonce en début de PTE, alors que lui est en rapprochement vers la verticale et n'a donc pas la bonne conscience de la situation. Du coup, il ne le cherche pas comme il devrait le chercher, et il vient s'intégrer pensant qu'il est couvert, qu'il est déconflicté, puisqu'il n'y a personne. Accessoirement, ils ne sont pas tout seuls, parce que derrière, ils vont se rendre compte qu'il y avait un avion sur la fréquence au roulage, un en approche, un au sol du côté du parking. Donc bref, ça fait quand même un petit peu de monde. On en revient sur notre trajectoire. Comme vous pouvez le voir, la trajectoire de prise de terrain en E, on commence vertical 1000 mètres, est beaucoup plus ample, mais on a une aile basse. Et vous allez avoir votre attention qui va être focalisée par la gestion de la panne, dérouler la trajectoire et estimer votre pente, regardez un petit peu où vous en êtes. Et ça vous prend des cases. Et pendant que vous faites cet exercice avec en plus un instructeur à côté, vous vous focalisez sur réussir le vol, réussir la mission, réussir le poser. Il faut être franc, moins sur faire l'anti-abordage qui est plutôt à la charge de l'instructeur à ce moment-là. À côté de ça, on est sur des avions aile basse. L'instructeur, lui, il écoute aussi en fréquence. Il a l'impression qu'il n'y a personne. Il doit s'assurer que l'exercice est bien fait. Donc, tout le monde, en fait, a une charge de travail élevée lors de ces vols d'instruction et ces prises de terrain en E qui vous amènent avec des pentes différentes. Normalement, et c'est ce que l'UAM va prendre, un circuit classique, vous avez une pente à 3 degrés. Là, le DR400, il arrive avec une pente à 7 degrés. Sur le terrain d'Arcachon, on est habitué à avoir des pentes différentes parce que, par exemple, on a le Pilatus qui revient, on a un avion remorqueur de planeur qui revient, on peut avoir de l'ULM, on peut avoir de l'avion et traditionnellement, les ULM arrivent avec plus de pentes parce qu'ils simulent en fait une panne moteur. Je vous passe les détails. Mais donc, si on fait son scan visuel en se disant l'avion, il devrait être là et vous regardez qu'à cet endroit-là, vous risquez de louper un avion qui arrive beaucoup plus haut, en panne, un planeur, ou autre. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, même quand on a la radio, de toujours regarder est-ce qu'il y a quelqu'un sur la piste, est-ce qu'il y a quelqu'un contre QFU, est-ce qu'il y a quelqu'un en finale, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive de dessus. Et
Je peux vous dire qu'à Arcachon, des fois, on a le Pilatus qui est en vente arrière, mais il est en vente arrière à plusieurs milliers de pieds en descente. Donc, si vous recherchez un avion en vente arrière à 1000 pieds, vous n'allez pas le trouver. Il est beaucoup plus haut. Toujours ces notions d'angle, il faut réfléchir en 3D. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que dans un avion, il faut être intimement persuadé qu'il y a quelqu'un qui va vous foncer dessus et qui va vous tuer. La philosophie un petit peu de la Seconde Guerre mondiale, la bataille d'Angleterre, si vous voulez, c'est l'avion que vous n'avez pas vu qui va vous tuer au combat. C'est vrai au combat, c'est vrai, en voir et éviter également. Chaque fois que je monte dans mon avion, je suis en mode un petit peu combat. Mon objectif, si vous venez voler avec nous, vous le verrez, c'est de détecter en premier les autres et éventuellement manœuvrer pour tous les mettre dans le même coin de ciel et être total, avoir la pleine conscience de la situation et maîtriser mon environnement. Sinon, je suis anxieux. Pourquoi je suis anxieux? Parce qu'il y a peut-être une menace que je ne vois pas qui peut me tuer et mettre en danger mon aéronef et la sécurité de mon équipage. Au final, à 23 mètres sol, vous avez l'ULM qui est sur sa pente à 3 degrés, vous avez le DR400 qui arrive par la gauche comme ça, et au dernier moment, le pilote va le voir et va avoir le réflexe de tirer sur le manche, ce qui va avoir pour effet de protéger quand même l'intégrité de l'ULM, qui va quand même avoir des dommages, qui va avoir le moteur qui va se casser, qui va avoir des morceaux de pneus sur son aile, et comme vous pouvez le voir sur ces images, pas mal de dégâts. Le pilote du LM se retrouve en panne moteur, décide de se poser sur l'herbe, ce qui est malin, et à partir de là, va pouvoir évacuer son avion. Le pilote, malheureusement, du DR400, en faisant son évitement, en tirant très fort, regardez ça, c'est des images de presque collision, ça vous montre la vitesse où ça arrive, eh bien, va se retrouver à décrocher et malheureusement à taper des débris qui sont à 200 mètres du seuil de piste, avec notamment du marbre, donc c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus souple, pas de chance. Dans tous les cas, ils arrivent quand même très vertical avec l'aile gauche basse, mais heureusement, comme ils n'arrivent que de, si je puis dire, 23 mètres, ils vont survivre à l'impact. Le BEA met en avant le fait bien que, d'un point de vue facteur humain, on était sur la mauvaise fréquence sélectionnée et que ce genre d'événement arrive toujours à cause de problèmes de trajectoire qui sont différentes. Depuis 2010, le BEA nous dit qu'il y a eu 20 collisions en vol, dont 7 mortelles pour un total de 16 décès. 6, dont 2 avec décès, ont eu lieu dans le circuit d'aérodrome pour un total de 4 décès. Et sur ces 6, 5 étaient sur des terrains en auto-information et on a eu une absence ou un manque de communication d'un des deux protagonistes. À partir de là, nous, par exemple, ce qu'on utilise, c'est Safe Sky. On a déjà parlé sur la chaîne. Il existe des applications qui vous permettent, grâce au réseau téléphonique, en fait, de donner votre position aux autres aéronefs. Et si tout le monde utilisait ça, on serait dans un monde beaucoup plus sûr. C'est pas encore utilisé par tout le monde, donc ne pensez pas qu'avec ces applications-là, vous voyez tout le monde, mais ça peut vous aider, en tout cas même, à rentrer dans une démarche proactive de tentative de donner votre position par tous les moyens possibles et également d'acquérir un maximum de conscience de la situation. C'est absolument vital dans l'aviation et dans le voir à éviter. Et je vous disais en introduction que nous, de notre côté, il y a des choses que l'on va changer. Bien, moi, je viens de l'école militaire où, par exemple, sur Super Étendard, on avait un gros bouton qu'on tournait pour les fréquences UHF. Et ce gros bouton, qu'est-ce qu'il nous permettait de faire? Par exemple, fréquence sol, c'était 2. Fréquence tour, c'était le preset 9. Donc je passais à 9 et 9, j'étais sur la fréquence UHF qui va bien. Après, j'avais par exemple 12 pour l'approche. Et donc, vous allez avoir un numéro en mémoire dans votre radio qui vous met sur la bonne fréquence. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé dans l'aviation légère, notamment pour des ULM. Je vois, j'ai besoin de 3 fréquences quand je me balade ici. On va avoir besoin de la fréquence du terrain d'Arcachon, on va avoir besoin du SIV de Bordeaux, on va avoir besoin également surtout de 119.6, la fréquence avec casolé militaire. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de preset, de fréquences présetées, comme on a dans l'armée? Donc j'ai regardé un petit peu notre radio, on a des radios Funk et c'est ce qu'avait l'ULM. Et en fait, il y a une fonction mémoire. Alors c'est pas facile à rentrer, ça prend un peu de temps, mais en fait, vous pouvez afficher, par exemple, dire 119.06, LFCH, ou vous tapez Arcachon. Et comme ça, quand on vient sélectionner la fréquence, ça vous met en bas Arcachon. Pourquoi c'est important? Parce que dans l'aviation professionnelle, quand on change une fréquence, par exemple, le contrôleur nous dit passer 122.35. 122.35, afficher, vérifier. Et on va le lire à voix haute ou on va faire un check. On a une procédure pour se cross-checker dans l'équipage. En monopilote, dans l'aviation légère, on n'a pas vraiment. Donc soit vous avez la discipline d'appliquer les méthodes de l'aviation professionnelle dans votre cockpit, 122.35, afficher, vérifier, check, soit, il faut vous aider. Et il faut vous aider en rajoutant, pourquoi pas, ces presets pour les fréquences classiques. Moi, je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc, avoir ces préaffichages déjà réglés, c'est une bonne chose. Ça ne vous protégera pas s'il y a un changement de fréquence à cause des NOTAM. Il faut lire les NOTAM, il faudra modifier. Mais par contre,
Si vous faites ça et qu'en plus vous faites afficher et vérifier, vous êtes pas mal. De toute façon, on décrit tout ça dans Crash avec les procédures de la ligne. En définitive, la conscience de la situation. On va se laisser avec JCVD qui avait tout compris avant l'heure, le pauvre. Merci Jean-Claude. Et retenez cette phrase, il faut être aware. C'est ça la conscience de la situation, la situation awareness. Parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. À bientôt dans votre entreprise ou pourquoi pas dans nos locaux avec vos équipes pour un séminaire, une formation ou un webinaire. Fly safe.